nous sommes tous des membres de XPO. XPO, c'est une fédération des concepteurs d'exposition. Vous voyez le nom là-haut. XPO comme Expo, hein, c'est pas très compliqué. C'est une fédération que j'ai lancée, l'idée, un beau matin. C'est vrai que j'aurais peut-être dû me casser une jambe ce jour-là. En 2018, au sein de l'association Scénographe, CA, on a proposé cela, et Jean-Jacques Bravo, qui était qui revenait au CA comme moi, avait proposé, lui, des états généraux de la scénographie et de l'exposition. On s'est retrouvés à deux à lancer cette belle machine qui a été fondée légalement en juin 2019. Et nous avons fédéré dès le départ toutes les associations qui sont là. Il y en a 7. Il y a deux associations de scénographes, donc l'association Scénographe et l'Union des scénographes, que vous connaissez mieux parce qu'elle est plus dédiée aux enjeux du spectacle vivant. Là, il y a deux associations aussi de muséographes. Alors les muséographes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce que je sais que vous êtes plutôt du spectacle vivant tous, non? À part, non? Enfin bon, il y a un peu de tout, mais bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas, les muséographes, c'est les gens qui écrivent les contenus des expositions, donc ils vont faire une sorte de programme muséographique, c'est le programme à partir duquel nous, architectes, scénographes et tous les autres métiers vont concevoir un projet d'exposition dans l'espace. Donc il y a deux associations de muséographes. Il y a une association de PXN, qui est l'association des producteurs d'expériences numériques. Aujourd'hui, c'est la représentante de cette association qui est présidente. Moi, je suis maintenant vice-présidente aux affaires publiques depuis 2022, puisqu'on a une présidence tournante, en principe tous les 2 ans, mais là, avec le Covid, ça a été 3 ans. Et il y a aussi l'Alliance France Design, qui, comme vous savez, est un gros syndicat des designers. Donc tous ces gens-là ont participé pendant 1 an à des réunions pour réfléchir. Ah là, j'oublie madame. Excuse-moi, pourtant, tu es bien dedans. C'est tellement illisible mon truc, orange sur fond rouge, enfin bon. Et là, c'est eux, l'association des concepteurs lumière et éclairagistes. Donc je vais vous présenter les représentants qui sont là. Stéphanie Daniel, qui est représentante de l'ACE. Philippe Maffre, qui est architecte scénographe, représentant de l'association Scénographe. Camille Dugas, qui remplace, c'est très bien, hein, c'est pas Thibaut Ciné, qui est président de l'Union des scénographes, et moi-même, Adeline Respal, j'étais à l'association Scénographe, maintenant je suis à l'Union des scénographes, histoire de ne pas faire de jaloux, voilà. Et je suis vice-présidente donc, de l'XPO. Donc le XPO, on ne va pas trop s'étendre, vu qu'on a déjà perdu quelques minutes, mais je voulais juste vous mettre ce texte, si vous voulez, vous pouvez trouver tout cela sur notre site, xpofédération.org. Vous avez toutes les définitions, dont celle-là. Donc vous êtes capable de la lire vous-même. En fait, en gros, notre sujet, c'est de prendre en compte un dispositif culturel dont on parle beaucoup. On sait aujourd'hui qu'il y a 117 millions de visiteurs par an, chiffre 2019, entre le chiffre des musées qui est de 67 millions, les centres de culture scientifique et technique, les FRAC, les fondations privées, les centres des monuments nationaux qui fait beaucoup d'expos dans ces monuments, etc., etc. On a un bureau d'études qui planche actuellement sur une étude sur tout l'écosystème de l'exposition et qui a sorti ce premier chiffre. Nous, on avait estimé à 100, eux, ils sont à 117. C'est des professionnels, on va les croire. Donc voilà, 120 millions de visiteurs par an. Je ne sais pas si vous savez combien il y a au cinéma. Il y a 200 millions. Cinéma, c'est toujours des chiffres 2019, hein, parce que les chiffres 2022 ne sont pas consolidés. 20, 21, avec le Covid, c'est pas très représentatif. Donc on espère retrouver ces chiffres-là. Ça veut dire que c'est énorme. Est-ce que vous savez combien il y a d'élèves par an qui sont à l'école jusqu'au bac et qui sont donc gérés par le ministère de l'Éducation nationale? Dites un chiffre. Hein? Ben alors ça pile. Mais c'est... vous le saviez. Non, bravo, c'est exactement 10 fois moins. Donc, un de nos enjeux, c'est d'arriver à faire comprendre que l'exposition est une production culturelle à part entière. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Qu'elle est une œuvre de collaboration, c'est-à-dire qu'on est tous reconnus dans le champ artistique. Les scénographes depuis fin 2020, les éclairagistes aussi, dès lors qu'il y a une œuvre originale, hein, bien sûr, ça rentre dans le champ artistique, dans le champ de la propriété artistique. Les scénographes de théâtre, c'est d'ailleurs grâce à eux que la scénographie est reconnue dans le champ artistique.
c'est grâce au combat du syndicat de l'Union des scénographes. Et c'est pour ça qu'on était très heureux qu'ils soient avec nous dès le début. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un tas de gens qui sont des auteurs, mais en réalité, l'exposition n'est encore pas considérée comme une œuvre. Donc c'est un de nos combats, c'est de la faire reconnaître comme une œuvre à part entière, dès lors qu'il y a une originalité, bien sûr. Hein. Sinon, si c'est effectivement des accrochages simples, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un des premiers combats. Le deuxième, c'est mieux faire connaître tous nos métiers, puisqu'il y a une kyrielle de métiers. Et là, je vais en passer quelques-uns. Bon, l'œuvre de collaboration. Voilà, dans les concepteurs, il y a les conservateurs, bien sûr, que sont nos clients souvent, les commissaires. Un commissaire d'exposition a une part d'autorat, bien sûr, surtout lorsqu'il a une sorte de vision puissante sur le sujet qu'il veut traiter. Les muséographes, les médiateurs, les scénographes, les concepteurs lumière, designers son, graphistes, producteurs d'expériences numériques, j'en passe parce qu'il y en a encore plein. Voilà, ça constitue une œuvre de collaboration au sens de la loi. Une œuvre de collaboration, c'est une œuvre dans laquelle on ne peut pas résumer une œuvre à l'apport d'une seule personne, puisqu'il n'aura pas pu être fait par une seule personne, un seul des métiers. Mais en revanche, il est donc une œuvre à part entière dans laquelle chaque intervenant, auteur, peut revendiquer son autorat. C'est un peu comme ça au cinéma, en fait. Hein. Donc c'est assez intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est très heureux aussi d'avoir les producteurs d'œuvres numériques dans notre équipe, parce qu'ils nous donnent cette vision plutôt cinéma. Ils sont eux au CNC, au Centre national du cinéma. Et d'ailleurs au mois de mai 2020, on était tous enfermés comme des lions en cage, on a lancé un manifeste dans le monde pour revendiquer la création d'un Centre national de l'exposition, carrément. On avait peur de rien, et évidemment ça ne se fera pas de cette manière-là. Pourquoi ? Une des raisons, c'est que les musées considèrent que les expositions, c'est leur chose, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisque c'est eux qui les produisent la plupart du temps. Mais de là à considérer effectivement qu'il y a une vraie réflexion peut-être à mener, plus transversale entre tous ces lieux d'expo, et qui peut servir à beaucoup de gens, dont nous, dont vous, ou dont des gens qui ont une maîtrise d'ouvrage, à porter un projet d'exposition, ils ne savent pas par quel bout l'attraper, parce qu'il n'y a pas de lieu où ils peuvent aller se renseigner et avoir de l'info. Le service des musées de France n'a plus cette mission-là. Ils sont trop peu nombreux. Donc il y a un gros travail donc, de faire valoriser l'exposition comme outil culturel, production culturelle. Voilà, j'étais un peu long. Après, vous avez tous les métiers. Vous pouvez voir dans notre site, vous avez la définition de tous les métiers. Donc c'est xpo.org. On a des partenaires maintenant, des membres partenaires. Ce sont des membres qui n'ont pas droit de vote au CA, mais qui sont un avis consultatif, qui sont des gens qui nous soutiennent aussi financièrement. On a quelques partenaires dans les entreprises j'ai pas la liste en tête, donc je vais pas me lancer de peur de me tromper. On a quelques partenaires dans les entreprises, notamment d'éclairage, qui sont apparemment plus riches que les autres. On a Manifesto, vous connaissez sûrement, ils sont voisins maintenant. Manifesto qui est un lieu dédié à l'émergence d'artistes, mais qui a aussi une branche Manifesto Expo qui produit des expositions, qui coproduit des expositions et qui les aide aussi les musées à faire tourner leurs expos dans le monde. C'est-à-dire que quand un musée fait des travaux, par exemple, il dit tiens, mes collections elles font rien pendant 2 ans, 3 ans, hop, il les aide à monter des partenariats avec des musées à l'international et suivent les expositions. Et grâce au Covid, on a pris l'habitude maintenant de non plus déménager tous les conservateurs chaque fois qu'on fait une exposition, mais trouver des partenariats locaux pour valider le transport des œuvres, pour faire les constats d'état, pour faire en sorte que tout se passe bien sans pour autant dépenser du carbone en avion. Donc là, on commence à rentrer dans le sujet. C'est un sujet crucial, le sujet du développement durable et de l'approche durable. C'est un sujet qui est porté par tout le monde. On ne va pas dire qu'XPO est le spécialiste de cela, non, parce qu'on est une petite fédération avec très peu de moyens, que du bénévolat, et Dieu sait si on est tous surbookés de boulot, donc on a beaucoup de mal à travailler sur des sujets lourds comme celui-là. En revanche, on soutient depuis le début tous les groupes qui existent déjà. Notamment, on a soutenu le groupe Scénographe avec plein de R, porté par Annabelle Verne, qui est une enseignante aux Arts Déco, scénographe plus théâtre, enseignant aux Arts Déco, qui maintenant est rentrée dans les Augures. Vous connaissez peut-être les Augures, qui est une grosse association de réflexion sur l'environnement, sur les projets culturels. Donc, il s'est beaucoup maintenant introduit partout, qui sont les conseillers de Jancovici, comment il s'appelle Jancovici, le Shift Project. Voilà, c'est les Augures travaillent avec le Shift Project. Vous connaissez le Shift Project, c'est
les gens qui sont le plus pointus en termes de décarbonation de la culture, de tout, de l'économie française, dont la culture, c'est pas le sujet sur lequel ils sont le plus pointus, mais on avance et les augures avancent avec eux et chaque fois qu'on peut, on les aide. Et donc, voilà, notre rôle, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est pas de faire un comité de plus, c'est bien de soutenir ces initiatives-là et toujours d'inscrire cela dans nos pratiques et d'inciter évidemment tout le monde à l'inscrire dans ses pratiques. Nos clients sont assez en avance par rapport à d'autres domaines, c'est-à-dire que les musées ont tous développé très en amont. Il y a, le musée d'histoire naturelle a fait ça depuis 10 ans, je crois, hein, au moins, des chartes environnementales sur les expositions, sur que ce soit l'éco-conception, le recyclage, etc. Ça, on va développer ça. Donc voilà, notre rôle, c'est plutôt de fédérer. On a écrit un article pour comment ça s'appelle ? Pour l'association des musées et centres de culture scientifique et technique et de l'industrie. Ça s'appelle l'approche durable de l'exposition. Vous pouvez le trouver en ligne. AMCSTI, vous faites AMCSTI, Adeline Rispal, normalement vous tombez dessus. Ça parle de l'approche durable globale. Pourquoi globale ? En fait, on est ici 2 architectes et scénographes. On sait que c'est un peu souvent les archis qui sont mandataires ou les scénographes qui sont mandataires des groupements de concepteurs et qui donnent un peu le là du niveau d'approche environnementale sur lequel on va se baser sur chaque projet. Et c'est ce niveau-là, on le calibre en fonction de notre client, mais on a des clients qui s'en foutent un peu, et on va le calibrer quand même. C'est-à-dire qu'on va quand même décider à quel niveau on se met, nous. Et donc, on va inciter tout le monde. En général, tous nos partenaires sont déjà très, très vertueux, et heureusement, mais à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Du coup, nous, on préconise l'approche globale, parce qu'il n'y a que cette approche-là. Comme vous le savez, l'approche globale, c'est une approche qui est à la fois environnementale, économique et sociale. C'est en gros la définition du développement durable telle qu'elle a été définie. Alors, en quelle année ? Il y a longtemps. Hein. Je ne sais plus la date exacte. C'est dans les années 80. 87, oui. Bon. 87, au siècle dernier. Et donc, cette approche vise à toujours penser les 3 en même temps. C'est-à-dire qu'on a effectivement des problématiques de décarbonation, de vrais sujets écologiques, mais on a aussi des problématiques économiques. Il faut en tenir compte, des problématiques sociales, il faut en tenir compte. On ne peut pas mettre des gens sur le carreau du lendemain parce qu'on change de braquet d'un coup. Donc ça, je sais que j'aimerais pas être politique en ce moment, ça doit être très compliqué de faire le grand écart. Voilà, donc ça c'était pour vous glisser le panorama. On est à votre disposition, on a un mail XPO Fédération... Non, notre mail il doit être quelque part là. Non, vous voyez, on est très fort en com. Je vous le donnerai tout à l'heure. Je vais passer la parole peut-être à Camille, qui va parler de l'aspect éco-conception dans le domaine de la scénographie théâtrale. Bonjour à tous, donc, je suis Camille Luga, je suis scénographe de spectacles vivants. Je fais aussi de la création lumière et de la création costume. Je suis là en tant que vice-présidente de l'Union des scénographes, où je m'occupe principalement des questions juridiques liées notamment aux droits d'auteur et au statut des scénographes et des créateurs costumes. Je vais vous présenter un petit peu l'Union des scénographes. Donc, c'est un syndicat qui a été fondé en 1996. On est à l'origine notamment de la charte des scénographes de spectacle qui a été signée en fait avec le syndicat des théâtres privés et le SNAC, le syndicat national des auteurs-compositeurs. Donc cette charte fait référence en fait en ce qui concerne les statuts des scénographes principalement de spectacles et des créateurs costumes. Et en 2017, on a fait partie des négociations pour l'entrée de la scénographie dans le champ d'application de la sécurité sociale, donc la Maison des artistes, pour que la scénographie puisse était déjà reconnue comme une œuvre de l'esprit, mais puisse bénéficier en fait de tout le côté social de la sécurité sociale, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu l'Union des scénographes. On a monté là depuis quelques temps, donc on a plusieurs commissions à l'Union des scénographes. Il y a une commission développement durable, et donc avec laquelle la commission juridique travaille en ce moment.
on est en train de mettre en place un manifeste en fait, d'éco-conception pour justement... pour l'exposition et le spectacle vivant, un peu dans l'idée de dire voilà les actions très, très concrètes qui peuvent être amenées à la fois par les scénographes, par les producteurs et par les ateliers pour faire de l'éco-conception ou de l'éco-scénographie. Donc c'est des choses assez concrètes. Par exemple, en tant que scénographe, on va préconiser d'utiliser des boîtes à maquettes données par les différentes maisons dans lesquelles on va intervenir. Par exemple, les opéras, souvent, ils ont des boîtes à maquettes. Donc, on va utiliser plutôt ces boîtes à maquettes. Après, ça va être comment on choisit les matériaux avec lesquels on travaille. D'abord, essayer de récupérer les matériaux en local, voilà, faire de la seconde main en priorité. Si ce n'est pas possible, et marcher par strates. Et les dernières strates étant acheter des matériaux neufs, et pire, acheter des matériaux neufs qui ont une empreinte carbone très importante et qui sont nocifs pour l'environnement. Enfin, voilà. Donc on essaye de cadrer les choses aussi d'un point de vue juridique, parce que, comme on vous disait, la scénographie, c'est une œuvre de l'esprit, donc elle est soumise à des droits d'auteur. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas réutiliser une scénographie sans prévenir son concepteur. On peut pas. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est en cours d'élaboration et c'est notre. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement à l'Union des scénographes. Vous pensez à coucher quand ? On pense à coucher quand ? En fait, on a un rendez-vous le 10 décembre avec le cabinet de la ministre et j'aimerais beaucoup, donc là je travaille ardument sur ce document, j'aimerais beaucoup pouvoir le finaliser pour ce rendez-vous. Il est déjà bien entamé. Mais voilà, il y a encore des questions vraiment juridiques. Enfin, nous, on est concepteurs, donc on travaille avec le SNAC qui a des juristes et avec Arsena aussi qui a des juristes pour faire des clauses qu'on puisse après intégrer dans les contrats de cession de droit. Et donc ça s'improvise pas. J'ai vu le draft de son travail. Il y a des choses très concrètes. Surtout, j'ai trouvé extrêmement juste, parce que c'est tout le problème qu'on a en ce moment, c'est quand on récupère des morceaux d'une exposition, quid du droit d'auteur et quid même de la responsabilité si ça se casse la figure quelques temps plus tard. Donc ils sont en train de mettre sur pied des articles qui pourront être repris par les maîtres d'ouvrage pour nous protéger, pour calibrer, pour cadrer ça. Et ça, c'est fondamental. T'as pas ce problème-là ? Non, mais il faut un super boulot. Moi, je suis vachement content d'entendre ce boulot. Je ne le connaissais pas. Je vais te laisser. Moi, je suis architecte et scénographe. À l'association Scénographe, moi je ne suis qu'administrateur. C'est des sujets qu'on traite depuis la création, parce que nous on est beaucoup plus jeunes, on s'est créé en 2006. L'association s'est créée sur le constat alors déjà un double constat, c'est que les muséographes nous avaient piqué notre nom pour les gens qui traitaient du musée. Donc il a fallu réinventer en fait notre profession en termes de nom, puisque les muséographes étant maintenant les créateurs de contenu, les scénographes de musée ne pouvaient plus s'appeler comme ça. Donc il a fallu se rattacher sur un autre truc. Donc on s'est rattaché aux scénographes. Et on s'est rendu compte à cette occasion que parmi les scénographes, en fait, entre ceux qui venaient de l'architecture comme nous, ceux qui venaient du spectacle, et il y avait même des profs de maths, des mecs de subdeco, des mecs qui n'avaient aucune formation, des parasites complets en fait qui faisaient travailler des nègres scénographes au service d'un projet qui n'avait rien de scénographique. Et donc en fait on a monté cette association, les anciens, et pour essayer en fait de structurer une profession qui n'est pas réglementée, parce qu'en tant qu'architecte, nous tranquille, on a un ordre, c'est calé, c'est réglé, la profession est à peu près protégée. Mais la scénographie, il n'y avait rien. Quand on dit qu'il y avait des profs de maths, oui, il y avait des profs de maths qui étaient scénographes, quoi. Voilà. Et donc, depuis ce temps-là, on a œuvré quand même sur beaucoup de choses, sur les assurances, vérifier que en fait, l'ensemble des partenaires étaient bien assurés, enfin, plein de sujets. Et le développement durable, quand même, est arrivé assez tôt sur le sujet, mais pas aussi avancé que vous le faites, parce qu'on est tous à la course et c'est un peu compliqué. Moi, c'est un sujet que je traite depuis longtemps, puisque ça faisait partie de mon sujet de diplôme. Et je travaillais là-dessus entre 85 et 87, avant même que ce soit défini. On avait même monté un marché européen du composant industriel de scénographie et de bâtiment sur Minitel en 86, pour vous donner l'avancée. On était vraiment bien plus en avance que ceux où nous sommes aujourd'hui.
Et alors là, je vais foutre la pagaille, mais il y a une pub que j'aime bien, c'est la pub McCain, hein, les frites. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui les mangent. Et bien, le développement durable, c'est un peu pareil. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Et actuellement, je regrette, mais l'État, hein, le service public qui nous commande, en parle beaucoup, nous met des critères, patati patata, mais n'en fait certainement pas. Et quand on essaie d'en faire, en fait, il nous escroque. Voilà, je suis radical. Encore lundi, j'en parlais avec Christophe Clément au SMF, en relançant le truc, en disant que ça suffisait que les établissements publics dépendants de l'État nous pillaient notre savoir industriel, je dirais pas carrément le savoir industriel, hein, en considérant que dans leur CCAP, ils nous achètent des expositions, et ils nous achètent tout le process industriel, notamment sur les éléments de renouvelables et ainsi de suite, sur lesquels nous, on est très, très engagés depuis même la création d'entreprise. Et on voit, grâce aux entreprises qui nous connaissent, d'accord, qui nous annoncent que tel établissement a mis nos plans d'exécution de notre process industriel sur Internet pour consulter des entreprises, pour renouveler ce qu'ils trouvent très bien dans ce qu'on a conçu, mais directement, sans passer par nous. Donc le droit d'auteur n'y est plus, quelle est la responsabilité, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai malaise, et aujourd'hui, vraiment, moi je considère que l'État est totalement défaillant sur ce sujet-là, puisque non seulement il ne nous protège pas, mais il nous pille. Voilà. Donc on est arrivé à un point où, moi qui suis extrêmement engagé là-dedans, nous ne proposons plus de système d'innovation dans le cadre des expositions que nous faisons, de peur d'être pillés. Voilà. Donc c'est quand même vachement grave, quoi. Vachement grave. Voilà. Donc moi j'adhère totalement. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'association scénographe, les choses sont entreprises, mais pour le moment, on n'est pas au niveau de formalisation de nos copains, et j'espère que justement, on va pouvoir travailler ensemble. Ça sera quand même vachement mieux. Non, mais bon, voilà, il faut qu'on développe ça. Je pense qu'actuellement, les éléments de développement durable, chacun d'entre nous, au niveau de l'association, essaie de faire, répond à des cahiers des charges, mais on n'a pas structuré les éléments en termes au niveau de l'association. C'est à faire. Donc, voilà. Peut-être que justement, il faut arriver à travailler sur un schéma commun plutôt que de travailler sur des éléments séparés. Je ne connaissais pas que ces systèmes. C'est ça. Oui, parce que la partie juridique sera la première. Hein. Oui, tout ça, c'est ça. Et nous, on n'a pas eu le temps de s'y coller, quoi. Voilà. Donc, il y a... Parce que là, il y a effectivement une urgence, comme tu le dis. Nous, on a été appelés une fois en tant qu'XPO. On a été appelés en tant qu'XPO par Paris Musée. Vous connaissez Paris Musée, c'est la réunion de tous les musées parisiens. Et c'était au moment du confinement, c'était en 2020, je crois. Et la directrice des expositions de l'époque, je ne citerai pas son nom, m'a dit, nous, on trouve que vraiment, les scénographes, ils ne sont pas assez éco-concepteurs. Il faut que vous vous formiez, parce que nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, nos salariés ont d'autres choses à faire. On trouve que vous n'êtes pas assez forte de propositions. On trouve que... Et je la regarde, je dis, c'est formidable, c'est bien ce que vous dites, mais vous nous financez pour ça, pour nous former, pour aller faire de l'innovation, parce qu'en fait, ça suppose de se former, de beaucoup lire, d'aller chercher les nouveaux matériaux. C'est un temps. Je dis, si on est rémunéré pour cela, pourquoi pas et avec plaisir, parce que de toute façon, les scénographes vont le faire. Mais si nos clients baissent le nombre de leurs appels d'offres parce qu'ils font moins d'expositions, en gros à cause du Covid, mais c'est aussi les conséquences de cette folie qu'il y avait d'exposition. Si vous faites des appels d'offres pour 3 expos d'un coup, en recyclant les matériaux, l'exposition sur 3 scénographies par le même scénographe, il y a une baisse de montant des travaux. Donc ça veut dire qu'il faut que vous revalorisiez nos honoraires, puisque nos honoraires, bêtement, ils sont calés sur le montant des travaux, ce qui est une grave erreur en scénographie, mais ça existe encore, cette habitude. Et donc il faut que vous remontiez nos honoraires. Alors là, évidemment, il n'y avait plus personne. Mais bon, c'est quelque chose qu'on répète à chaque colloque. Fin janvier, il y avait un gros colloque au Palais des Beaux-Arts de Lille sur ces sujets-là. On est réintervenu. Vous trouvez sur Internet Palais des Beaux-Arts de Lille, colloque sur le développement durable, je ne sais plus, fin janvier 2022. Il y a plein de conférences. Il y a une table ronde sur la scénographie. Et les personnes étaient là, d'ailleurs. Là, ils commencent à dire, oui, on revalorise. Mais en fait, quand on regarde leur CCAP, c'est pas ça. Donc, il ne faut pas lâcher. C'est pire que ça, c'est que manifestement, cette dame n'est pas au courant qu'avant qu'elle soit là, il y a eu un process en 2005 avec Aimé et Denis. Et par exemple, le Petit Palais
a été dès le départ mis en place avec tout un système que j'ai conçu d'ailleurs d'éléments qui étaient réutilisés et avec tout un cahier des charges lié à ça. Mais j'en ai déjà fourni une demi-douzaine de CD parce qu'ils les perdent à chaque fois. Voilà, donc tout y est, mais ils le perdent, quoi. Ils le perdent, ils ne l'utilisent pas. Voilà, et donc c'est exactement ce que tu dis, c'est que quand on commence, nous on en est arrivé maintenant à une réduction, ça c'est à titre perso, mais à une réduction de 90% de construction dans une exposition. Donc on peut faire, on sait faire, on fait. D'accord ? Mais effectivement, il ne faut pas que de l'autre côté, on réduise de 90% nos montants d'honoraires. Vous comprenez ? Il faut être logique. Alors moi, je suis heureux de dire que je travaille à des taux d'honoraires maintenant de 150%. Parce qu'effectivement, on travaille sur cette logique. Mais il faut effectivement que toute la chaîne se mette en place. Voilà. C'est très important, ouais, ce que vous dites par rapport... la volonté de faire du développement durable, elle doit être tout de suite, mais vraiment, dès la première rencontre, que ce soit en exposition ou en spectacle, il faut qu'il y ait une volonté, et c'est une volonté commune. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait qu'un acteur qui dise moi je vais faire du durable. Non, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est la première chose, et ça doit être dit dès le premier rendez-vous. La deuxième chose, c'est que les plannings, ils sont différents. C'est beaucoup plus long pour nous concepteurs d'aller chercher les matériaux, les accessoires, les machins, aller contacter les fournisseurs, plutôt du coup les fournisseurs de seconde main et tout. Enfin, tout ça, ça demande un travail qui ne rentre pas dans les plannings actuels, qui sont très serrés et tout, donc, et qui se réduisent. Troisièmement, pareil, c'est ce que vous venez de dire, c'est aussi du budget. C'est-à-dire que nous, ça nous demande 3 fois plus de temps. Donc peut-être qu'au final, il y aura moins de matériaux et d'achats à ce niveau-là, mais il faut que ce qu'on va récupérer en termes d'achats et tout, ce soit mis dans les salaires. C'est très, très, très important. Donc voilà, je voulais dire. Tout à fait. C'est extrêmement important. Et on voit bien le hiatus qu'il y a entre l'affichage, mais oui, les scénographes, c'est formidable, on va y arriver, et la réalité des documents juridiques qu'on reçoit pour n'importe quel concours. Donc ce travail que vous faites va permettre de mettre un pavé dans la mare et progressivement d'imposer ce type d'article. Et peut-être qu'il faudra que les associations et les syndicats se regroupent d'une manière ou d'une autre. Toutes les associations ne sont pas concernées dans cette question-là de Expo, mais se regroupent pour même attaquer parfois des clients pour y arriver. Moi, je rêve d'une réunion de tous les scénographes, mais... En fait, le juge de paix, un jour, ça sera simple. Ça sera l'accident de ce genre de choses. Parce que le jour où il y a une simèse qui tombera sur la tête de quelqu'un, cette simèse ayant fait l'objet d'un agencement d'une exposition, mais récupérée sur une autre, mais conçue par un troisième, patati patata, mettons que quelqu'un soit coincé sous la simèse, je pense que les assurances vont s'intéresser au sujet pour mettre beaucoup de gens en responsabilité. Et là, on va rigoler, quoi, parce que ça sera ingérable. Voilà. On va parler de l'assureur. L'assurance, c'est très important. D'abord parce que vous ne pouvez pas exercer sans avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est impossible. Moi, quand je suis rentrée à scénographe, je voyais les gens qui visiblement étaient assurés sur rien. J'avais un super assureur qui avait décidé de monter une boîte d'assurance qui était assureur du bâtiment, qui est un très grand assureur du bâtiment et qui, à la fin de sa carrière, adore l'art, adore l'exposition et avait décidé de consacrer du temps à cela. Et il a mis au point une mutuelle. Il suffit d'adhérer à l'association de je ne sais pas quoi pour 20 € pour avoir droit à cette mutuelle. Et cette mutuelle permet d'assurer tout le monde sur la scénographie en France. Et il y a même une extension décennale pour ceux qui font des fois des travaux qui deviennent un peu fixes dans le bâtiment. Donc il y a une extension décennale. Le tout à 9 fois moins cher que la MAF, qui est la mutuelle des architectes, quand même, il faut le dire. Et on est assuré sur toute la planète, à part Amérique du Nord, comme toujours, et Canada. Donc ça veut dire qu'on a des super assurances maintenant que cet homme délicieux qui s'appelle Gilbert Leguet, et qui est un ami de 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus maintenant, a mis sur pied par une association, une assurance qui s'appelle Passage. Si vous voulez les coordonnées, on vous les envoie avec plaisir. Vous ne voulez pas retrouver le mail d'XPO pour leur donner là, dans vos mails, je ne sais pas si je cherche, je vais... perdre du temps. Vous pouvez donc sur XPO Fédération @gmail.com, ça doit être ça, nous poser toutes ces questions. Et Passage est membre d'honneur
Gilbert Leguet est membre d'honneur de l'association parce qu'il nous a en plus aidé à monter les statuts. Enfin, c'est un homme charmant qui maintenant a une retraite bien méritée. Ça, c'est le site. C'est pas l'adresse mail. C'est l'adresse mail. Ouais. Juste par rapport aux questions d'assurance, si je peux me permettre, c'est assez différent par contre par rapport au spectacle vivant. Parce que les scénographes, la responsabilité en termes d'assurance pour un scénographe de spectacle vivant, c'est la direction technique du théâtre qui l'apporte. Se pose plus la question pour des petites associations. Mais nous, en tant que scénographe de spectacle, on n'est pas assuré et on ne souhaite pas l'être parce qu'on considère que la responsabilité, elle est au niveau de la direction technique. Parce que vous n'êtes pas maître d'œuvre. C'est la grosse différence. Hein. Je pense que vous avez quand même... Vous êtes toujours salarié, vous avez un statut de salarié, en fait, hein, c'est ça. Donc, effectivement, c'est l'institution qui vous salarie qui a la responsabilité. Quel que soit d'ailleurs le statut de l'institution, hein, même si c'est une association, c'est pareil. A priori, hein, ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que vous êtes salarié. Mais dans la blague que je racontais là, de la ministre qui se casse la figure, c'est que vous savez que l'État n'est pas assuré. Hein, L'État s'assure lui-même. Donc le jour où il y aura un problème, il n'y a qu'une personne qui sera assurée, ça sera le scénographe. Puisque l'État ne l'est pas. Tous les établissements publics de l'État sont des personnes autonomes sur le plan juridique et je pense... Il y en a beaucoup qui ne sont pas assurés parce qu'ils fonctionnent sous le système de l'État. Tu sais, c'est le pouls des œuvres qui ne sont pas assurées. Enfin, ouais. Je sais sur les œuvres, mais ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas de RC, des trucs comme ça. Ça serait assez ils n'ont même étrange. pas de numéro de TVA, t'imagines la blague. Ils n'ont pas de TVA. On apprend tout. Voilà, je pense que maintenant, il est peut-être temps de passer la parole à Stéphanie. Et après, de vous laisser la parole à vous pour vos questions. Le mail de XPO, c'est xpo.fédération@gmail.com. Tout simplement. Ouais. Donc bonjour, donc moi je suis Stéphanie Daniel et je suis, j'ai 2 casquettes. J'ai cofondé en 2009 l'UCL, qui est l'Union des concepteurs lumière, avec Fabrice Québourg, Marie Nicolas et Laurent Béal. Et en plus, je suis donc membre de la CE et c'est via cette association que je suis représentée aussi ici. Donc la CE, c'est l'association des concepteurs éclairagistes, qui est, je ne sais plus depuis quand elle a été créée, mais ça fait très longtemps, oui. Et c'est plutôt une association qui regroupe les concepteurs lumière qui travaillent plutôt dans la ville, en architecture. Et il y a aussi un petit peu de personnes qui travaillent donc, aussi beaucoup en musée, dont ma partie. Donc voilà, donc l'ACE, ça fait longtemps quand même qu'ils sont très à l'écoute et très de tout ce qui est éco-responsabilité. En 2016, on a écrit un manifeste pour des projets d'éclairage raisonné. Donc, et ça j'aime vraiment bien ce mot parce que le problème en éclairage, c'est que tout de suite c'est économie d'énergie, sécurité. Enfin, c'est tout de suite des choses très normatives, alors qu'il n'y a pas que ça. Et donc voilà, donc ce manifeste pour les projets d'éclairage raisonné, je trouve ça très juste. Donc il y a 10, c'est une démarche vertueuse, hein, il y a 10 critères, merci, que vous pouvez retrouver sur le site de la CE. Voilà, il y a 10 critères. La CE travaille beaucoup avec les fabricants pour justement essayer de leur émettre un peu des idées, des envies pour que ça soit moins, pour qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Donc il y a vraiment un lien très actif avec les fabricants. Et puis après, dès qu'on travaille sur un projet, donc en musée, il y a plein de petites astuces pour essayer de moins dépenser, et pas uniquement en économie, mais aussi pour préserver les œuvres, parce que donc la lumière, elle dégrade les œuvres, ça on le sait tous. Mais il y a plein de choses qui sont adoptées, et d'ailleurs la RT 2012 aussi, c'est une grande, c'est une charte, c'est une norme pour que oui, mais bon, c'était quand même
c'est pour montrer que c'est quand même en 2012, il y avait déjà, oui, c'était la première, donc elle évolue. Mais c'est vrai que je pense que en termes d'exposition, l'éclairage est quand même assez avancé, puisqu'avec l'avancée de la LED, c'est quand même depuis presque 15 ans, hein, depuis 15 ans, donc on peut, avec le même rendu, on peut dire, on diminue quand même de 10 fois les puissances consommées, donc c'est quand même pas... Bon, après, il faut voir aussi que dans un musée, c'était quand même... Quand il y avait 300-400 projecteurs à 300 watts, qui 10 heures par jour, c'était quand même assez incroyable. Donc, ce qu'on peut mettre vraiment en place, c'est surtout un mode de gestion. Ça, c'est toujours important quand on fait un nouveau musée ou une expo, c'est de mettre en place une gestion pour que justement l'éclairage ne soit pas en marche 10 heures par jour, même quand il n'y a personne. Et ça, c'est quelque chose, on se bat dès qu'on fait un projet, mais c'est quelque chose qu'on met en place dans les CCTP pour que justement le musée soit évolutif aussi, qui pas simplement, c'est pas on-off. Hein, maintenant, on sait très bien faire de la gestion intelligente. Voilà, on peut mettre aussi en place des détecteurs de présence, hein, ça fait partie de la gestion, et puis essayer aussi avec les fabricants justement de voir comment ils font comment ils fabriquent leur matériel, et quand on préconise dans les CCTP, on peut vraiment aussi mettre tout le côté social, essayer de préconiser du matériel qui est fabriqué ou en France ou en Europe, pour qu'il y ait le moins de... Même si on sait tous que tout vient de Chine, enfin, pas tout, mais il y a quand même... Les composants sont quand même... Voilà, les composants, ça c'est... Donc voilà, donc... Et je veux ajouter une chose, c'est que quand vous êtes plus vertueux en termes d'éclairage d'énergie, ça fait baisser aussi la quantité de clim, parce que évidemment, toute cette chaleur qu'il y avait avant, il faut l'absorber, et ça fait baisser aussi l'énergie, mais par contre, le bilan énergétique de la clim. Peut-être le chauffage. Alors ça chauffait partiellement, oui. Ouais. Mais comment... C'est moins difficile de chauffer que de refroidir. Absolument. C'est beaucoup moins énergivore de refroidir. Ouais. C'est beaucoup Donc moins peut-être qu'on va énergivore passer la parole à la salle. Vous avez des questions? On vous passe le Peut-être micro. juste rajouter un Oui, petit pardon. truc. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, c'est ensemble, mais c'est surtout anticipé. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une exposition et qu'on dit on va faire du développement durable, c'est déjà largement trop tard. C'est-à-dire que ça se produit, on décide de faire du développement durable pour la saison d'après, quoi. Là, ça permet d'anticiper et d'organiser les choses. En fait, le temps doit être plus long. Il faut travailler autrement. Nous, ce qu'on préconise, c'est que les intervenants qui vont construire une exposition interviennent bien avant de ce qu'on avait avant, des pratiques habituelles, très en amont, très proche du commissaire dès qu'il lance son projet, 2-3 ans avant. On n'est pas obligé d'intervenir à plein temps, évidemment, mais par contre, être alerté, faire partie d'un groupe de réflexion transdisciplinaire pour aborder ces enjeux, pour qu'un an, 2 ans, 3 ans plus tard, on ait bien anticipé. Et ça, c'est une pratique qui n'est pas facile à faire intégrer, mais qui se fait dans d'autres pays, qui se fait en Angleterre très régulièrement. Les scénographes sont appelés auprès des commissaires dans le musée des sciences depuis 20 ans. Voilà, donc on va y arriver. Et si je peux rajouter une toute petite chose aussi qui est très 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 importante pour nous, pour faire en tant que concepteur de l'écologie, c'est que la gestion du matériel, mais je parle autant d'éclairage parce que j'ai fait un peu d'éclairage dans des musées, et le parc... mais c'est hallucinant. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Donc c'est exactement. Et en fait, il faut des postes. Donc il faut créer de l'emploi de gens qui sont là pour gérer les choses qui sont stockées et pour les étiqueter, pour que les concepteurs ils sachent ce qu'il y a dans le stock, tout. Enfin voilà que. Voilà, il y a un énorme travail de numérisation et de stockage, de gestion de stockage et de maintenance et de réparation. Et ça, c'est des postes qu'il n'y a pas, que ce soit dans les musées ou dans les théâtres. C'est des postes qu'il faut créer, mais même en costume, ça se vérifie partout. Moi, je fais beaucoup de récupération et on me dit « Ah oui, mais là, il n'y a personne qui gère ça, machin. »
C'est pas possible, quoi. Il faut une personne qui soit nommée dans chaque institution et qui gère ça, Et des lieux, parce que maintenant, quand on conserve d'une expo sur l'autre, ça oblige que dans les bâtiments à avoir des espaces dédiés, et ce qui ne sont pas programmés actuellement. Donc, quand on intervient sur des projets comme ça au niveau archi, on leur dit attention, il faudrait ajouter des locaux. Alors les programmistes tombent de leur chaise, mais il faut aussi que les programmistes entendent cela et que ces pratiques-là imposent de la place pour stocker. Je voudrais vraiment qu'on passe la parole, si ça ne vous ennuie pas. Vous voulez un micro ? Alors pour revenir quand même sur ce que vient de dire Adeline, moi j'ai fait la bascule client maître d'œuvre. Et alors dans une petite maison qui s'appelle le Musée du Louvre, la limite de la conservation, c'est quand on doit louer, comme on le faisait à l'époque, un hangar de 6 000 m² à Vissou pour stocker des vitrines dont en fait on ne se servait pas. Voilà, donc il y a cet équilibre. Et ça aussi dans la conception, il faut qu'on prenne en compte ces trucs-là. C'est est-ce que ce que je conçois, c'est démontable, stockable, ainsi de suite. Parce que si on doit payer des hangars complets de trucs chauffés pour conserver, on est contre-productif. Voilà. Donc quand on dit global, c'est vraiment ça et sur le long terme. Bonjour, je m'appelle Sylvain Laval, je travaille à la Condition Publique à Roubaix. Je voulais juste vous faire partager l'expérience de ce qu'on fait chez nous. Donc nous, la Condition Publique, c'est un bâtiment de 12 000 m² avec une salle de spectacle qui fait du concert, de la danse et du théâtre. On a une jauge de 4 500 personnes sur l'ensemble du bâtiment. Et donc il y a un directeur technique, comme vous disiez tout à l'heure, qui s'occupe de toute la partie spectacle vivant. Et moi, je suis coordinateur technique, je m'occupe de toute la partie exposition, Fab Lab et atelier de construction. Et nous, en fait, on a pris le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'exposition qui alimente tous les ateliers de construction. En fait, on a des ateliers de construction participatifs sur lesquels on apprend aux gens du quartier à réparer ou à reconstruire des objets, à construire leur mobilier chez eux, par exemple. Parce que bon, Roubaix, ça en cause un petit peu, mais c'est pas. Enfin, on a du client, quoi. Et du coup, on a pris vraiment le problème dans l'autre sens. Pareil, de la même façon que du coup, on n'a plus de stock. Donc, dans la LC et les ateliers de construction, on a un pôle plastique où on récupère du plastique, on refait des objets en plastique. On a un pôle bois et on a un pôle métal. Et du coup, ça nous permet, par exemple, la dernière grosse expo qu'on a fait l'an dernier. Donc moi, mon intérêt, c'est d'à chaque fois de réfléchir à ce qu'on va acheter, est-ce que ça va servir après et quelle machine on a pour le retraiter. Donc par exemple, sur la dernière expo l'an dernier, on avait acheté, qui était énorme parce que dans la halle elle fait 3000 m². Je sais plus combien j'avais de surface de murs d'expo, mais c'était gigantesque. Et donc en fait, toute la structure bois, c'était du chevron qui faisait 9 centimes, du 90 par 45. C'est du détail, mais en fait, d'ailleurs, c'est juste. En fait, on fonctionne tout le temps comme ça. Du 90 par 45, et du coup, on a une scie sur table qui coupe jusque du 90, ce qui fait qu'en fait, les chevrons, j'en ai je sais plus combien de kilomètres, on les a tous débités et on en a refait des planches avec, par exemple. Et donc on a vraiment, en fait, on utilise. Vous voyez tout à l'heure, nous on n'a plus de problème de stockage non plus parce que du coup en fait, dans la vraie vie on en a mais c'est temporaire. En fait, ouais voilà, il y a un moment où ça se chevauche et après on voit aussi les projets. Là on a construit un espace de vente dans une galerie commerçante et du coup tout cet espace de vente là il a été fait avec ce qui nous restait d'un autre montage d'œuvre qu'on avait fait à côté, quoi. Donc après les artistes jouent pas mal le jeu parce que plus que des scénographes on travaille plutôt directement avec des plasticiens, quoi. Et c'est vrai que ça fait marrer tout le monde. Enfin il y a un côté rigolo puis il y a un côté en plus de toute façon dans l'air du temps, quoi. Donc bon voilà, c'était un peu et donc à travers ça, après on a fait une boucle parce qu'on a forcément une boucle c'est un peu parti là-dessus sur la boucle des directeurs techniques et aussi on avait rencontré les gens de l'opéra il y a quelques années parce que on cherchait des matériaux en fait. Et à l'opéra en fait tous les ans ils savent pas quoi en faire et en fait ça leur coûte un pognon phénoménal de jeter des décors. Alors, vu que c'est des vieux décors, pour l'instant, ils ne sont pas encore répertoriés. Mais là, ce qui commence à être bien, c'est qu'on a fait une boucle. C'est une boucle mail complètement informelle sur la région. Parce qu'en fait, on sait tous que justement, le stockage, c'est complètement débile, quoi, parce que ça ne sert à rien, quoi. Et donc, en fait, là, la boucle mail, c'est qu'en fait, quand
quand quelqu'un, alors il y a des collectifs comme ZERM qui travaillent vraiment qui sont des architectes qui travaillent sur la récup. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui a des matériaux, en fait, on l'envoie dans cette boucle mail et puis les gens, ça va directement de celui qui a à celui qui a besoin, quoi. Il commence à y avoir des plateformes d'ailleurs qui existent pour cela, pour mettre en relation les gens qui proposent avec les gens qui ont La besoin. réserve des arts, par exemple. La réserve des arts, par exemple. Il y a aussi la nouvelle là, la recyclerie. Non, il y en a une troisième. C'est pas grave. J'ai rencontré la fille qui s'en occupe il n'y a pas longtemps. Elle est à Aubervilliers. Elle est au 104 actuellement, mais ils vont partir ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est tout à fait... Non, mais on est d'accord que vous êtes un ovni, vous, dans ce système-là, quand même. Bah alors, en fait, il y a... Parce que vous maîtrisez la totalité de la chose. Ouais. Le souci qu'on a actuellement, c'est que les professions... Enfin, vous arrivez à maîtriser, parce que vous avez les ateliers, parce que vous avez monté, comme vous dites, la boucle, un ensemble vertueux. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui peuvent être mis en place pour ne pas avoir à être recyclés, mais être réutilisés directement. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais nous, le problème qu'on a dans 99% des cas aujourd'hui, c'est que la chaîne est éclatée et qu'il suffit qu'il manque un maillon à la participation et ça ne marche plus. Et puis que les musées n'ont pas cette culture-là c'est pour ça que j'étais justement, vous parliez de la réunion en janvier je sais plus où c'était. Au Palais des Beaux-Arts. Au Palais des Beaux-Arts, ouais. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'aimerais bien. Enfin, les musées, ils ont des surfaces. Souvent, je vois quand j'y vais, les surfaces, elles sont énormes. Et je me leur dis, mais ils n'avaient même pas un atelier de construction. C'est débile. Ils n'ont plus parce que les musées ont décidé de décentraliser, d'externaliser tous ces métiers-là. Il y en a un seul qui, là encore, j'ai bossé avec eux à Strasbourg. La ville de Strasbourg a encore des ateliers qui construisent toutes les expos de tous les musées de la ville. Aujourd'hui, c'est eux qui ont raison. C'est ça, ouais, c'est peut-être des choses. Les grosses machines. Au Louvre, il y a 130 personnes en atelier. Oui, mais c'est très marginal. Le Louvre n'est pas du tout un exemple en France. C'est tout seul. Très bien, la ville de Strasbourg, c'est un exemple. Toutes les musées, toutes les villes avaient ça avant, et maintenant ils ont tous externalisé. Donc maintenant ils s'en mordent les doigts parce qu'il faut qu'ils recréent des structures. Pour l'anecdote, je parle beaucoup, mais pour l'anecdote par rapport à ce que vous disiez, quand vous disiez qu'on est un ovni, on est tellement un ovni qu'en fait on n'a pas été subventionné sur l'écologie verte parce qu'on nous a dit, je sais plus comment ça s'appelait, je suis technicien, donc moi tout ce qui est subvention. Mais en fait j'ai trouvé ça hallucinant. On nous a dit, en fait ça sert à rien qu'on vous subventionne, vous le faites déjà. Mais sauf qu'en fait, c'est génial. C'est magnifique. Non, mais c'est quelqu'un qui était en train de poser une autre question là. On vous a coupé. Passez-lui le micro parce que c'est passionnant ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est bien de faire tourner la parole. Oui, bonjour, Maxime Godet, je suis coordinateur du réseau Art Viva pour l'écologie dans le spectacle. Et déjà, je pense que la plateforme dont vous parliez, c'est Plint au 104 par Fanny Legros. Fanny, voilà. Et du coup, j'ai une première question, c'est donc il y a une nouvelle filière de réemploi qui s'appelle le produits et matériaux de construction du bâtiment. Oui. Et du coup, c'était pour savoir un peu si vous avez commencé à bosser sur la question, si éventuellement c'est un sujet dont il faudrait qu'on travaille tous ensemble, parce que sinon c'est réellement les acteurs du bâtiment qui vont en fait se saisir du réemploi des éléments de scénographie, l'organiser à notre place, collecter l'argent dans nos institutions et le redistribuer. On a travaillé, on a perdu, plus exactement, un gros concours pour le Palais de la Découverte récemment, et on travaillait avec Elan, qui est un bureau d'études environnementales. En Céno, on nous disait qu'on n'avait pas d'enjeu, on n'avait pas vraiment d'imposition. C'est le bâtiment, la rénovation du Palais de la Découverte et du Grand Palais en même temps, qui avait une barre assez haute, si tant est que ce soit possible, vu les grands volumes au niveau de la clim, etc. Mais bon. Nous, on a mis la barre très très haut sur ce rendu de concours. On était les plus vertueux. C'est pas pour ça qu'on gagne, la preuve. Et on a su par Elan que Bouygues, puisque Elan est une société d'ingénierie à 100% Bouygues en fait, que Bouygues, ça y est, avait monté sa plateforme de récupération de matériaux de tous ces chantiers. Vous imaginez là tout d'un coup le changement d'échelle. Waouh! Et en fait, en discutant avec beaucoup chaque fois que je rencontre des entreprises, maintenant je leur demande s'ils recyclent, s'ils récupèrent, etc. Tout le monde s'y met progressivement. Hein. Alors, c'est pas maillé sur tout le territoire, mais ça va venir. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On se rend compte quand vous voulez pour parler de tout ça. Hein. Alors, on en revient sur le même point que tout à l'heure, responsabilité. C'est-à-dire que dès lors qu'on réemploie, on reprend la responsabilité de fournisseur de matériel. Hein. Donc, un des enjeux, ça va être ça, justement, d'arriver à changer les règles.
Moi, j'ai eu ce cas-là quand on a refait la Maison de la Culture de Grenoble, là, le fameux MC2, où on avait 2000 et quelques sièges absolument fabuleux dessinés par Wojcinski, et on a appelé tous les théâtres de la région, donc ça c'était en 98, pour leur dire que les fauteuils seraient à la benne tel jour, à telle heure. Voilà. Parce que si on donnait au théâtre, on prenait la responsabilité de fournisseur, et en prenant ça, on savait très bien que les fauteuils de 68 n'étaient plus du tout aux normes incendie. Donc, c'est toute cette chaîne-là qu'il faut revoir, les réglementations et ainsi de suite. C'est là-dessus que butent la plupart des recycleries d'ailleurs, et bon, s'il n'y a pas des accords, et je crois qu'ils sont en train de bosser avec eux, avec le CSTB, le Centre national qui certifie les matériaux et qui donne les qualifications des matériaux. Donc ça c'est un gros boulot réglementaire. C'est vrai que les ERP, les établissements recevant du public, ont des contraintes feu notamment qui sont extrêmes et qu'on ne peut pas jouer avec ça non plus. Merci. Et après, je voulais juste partager aussi une expérience pour Madame de l'ACE sur la question de la mesure. Il y a un projet en ce moment qui s'appelle le SOWAT, qui en fait, enfin voilà, je vais partager pour tout le monde parce que c'est quand même assez génial. Et ils ont une console du coup de SOWAT comme des watts. Et en fait, ils ont une console de mesure en temps réel de la consommation des projecteurs lumière. Et ils ont déjà fait une première expérience qui montre notamment que il y avait tout un festival, il y avait 6 projecteurs à lire. Qui consommait, je crois, quasiment plus de la moitié de l'ensemble de la consommation énergétique du bâtiment. Et d'où vraiment l'importance de la mesure sur ces questions-là. Donc là, ils ont commencé vraiment sur la lumière, mais je pense que cette question de la mesure, elle doit se détailler sur le reste de l'écoscénographie, quoi. Et des gens comme Fanny essaient de monter des logiciels pour mesurer le bilan carbone d'une exposition. Donc c'est pas gagné parce que c'est du boulot, il faut arriver à affiner. Je suppose que Carbone 4 aussi a les outils pour faire ça, mais je ne pense pas qu'il est encore appliqué à l'Expo. Mais elle essaie de le faire appliquer à l'Expo dans son autre boîte qui s'appelle, vous avez plus de mémoire que moi, je ne sais plus. Et ça, c'est tant qu'on ne mesure pas, on peut toujours se raconter des tas d'histoires en fait. Hein. Et c'est vrai que la quantification est importante. Oui. Merci. Oui, bonjour. William Abello, je suis décorateur cinéma, donc dans un métier assez parallèle et proche du vôtre. Nous, on est salariés, donc ça, je le signale tout de suite. Au niveau des responsabilités, on a développé la ressourcerie du cinéma, qui devrait normalement s'appeler plutôt la ressourcerie du décor de cinéma, mais bon, ça, c'est une petite aparté. La première action que nous avons fait, c'est la norme, c'est-à-dire qu'on avait des feuilles d'écorce et des panneaux. C'est souvent plus simple en termes techniques que tout ce que vous pouvez faire. On a moins d'asservissement, de choses comme ça. Et on a été voir les 12 plus grands chefs constructeurs, c'est-à-dire vraiment ceux qui font du Genet, qui font des Astérix, etc. Et on a demandé une norme de construction, donc 72 mm d'épaisseur, et non 78, je commence à faire des erreurs. Et on a commencé à collecter ces feuilles d'écorce. Bon, alors, on est aujourd'hui à un stade où on a normé nos panneaux, qui font 40% d'un décor. Voilà. Et ça, sur 800 mètres carrés, ça nous prend déjà la totalité sur 2 étages en stockage. Donc nous, on a vraiment des problématiques de volume. Et ça peut être tout à fait réparti après, puisque 68% de la production française est à Paris. Donc si on reste en Ile-de-France, on arrivera quand même à rayonner. Autre chose, j'étais en 2018 à Bruxelles pour montrer, disons, les 5 axes que nous développions au niveau du collectif de réflexion sur l'écologie qui s'appelle Éco-Déco-Ciné. Et on a eu une personne française qui a fait ses études en Angleterre d'un haut niveau et qui était chez Bouygues, je crois, si j'ai bonne mémoire, et qui déjà nous parlait donc d'une plateforme, puisqu'elle existe dans le bâtiment, pour récupérer tous les éléments de scénographie, enfin on va dire d'architecture éphémère. Donc je l'ai cuisiné et je voulais savoir pourquoi, puisque ça n'a pas un intérêt, à part peut-être pour du second œuvre, de l'isolation. Ça, je le sais, puisqu'à la ressourcerie, on vend beaucoup aux bâtiments pour ça. Et elle m'a dit, c'est simple, c'est une question de fréquence. Chez eux, c'est 60 ans, le renouvellement d'un bâtiment. C'est-à-dire que tous les 60 ans, ils vont récupérer quelque chose de ce bâtiment. Alors que dans nos professions, ça peut être toutes les semaines ou tous les jours. Donc le marché est magnifique. Voilà, c'était 2 petites choses comme ça. Merci. Oui, c'est impressionnant. Non, et aussi, s'ils le font, il y a quand même avant tout un avantage financier, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération de la récupération à la tonne qui potentiellement est quand même, ça représente quand même des mannes assez importantes, quoi. Donc il vaut mieux que ça revienne chez nous plutôt que ça aille dans les caisses de Bouygues, il me semble. Ça, c'est vrai. Alors, juste une petite chose, puisque dans nos métiers de salariés, évidemment, ce qui préoccupe le plus, disons, les techniciens, les ouvriers, enfin on les appelle plus comme ça, c'est le fait que la réutilisation est une perte d'emploi.
c'est-à-dire qu'ils vont moins travailler. Bon, les études font exactement le contraire. Le recyclage, l'incinération, l'enfouissement, là oui. Par contre, la réutilisation, mais hormis le stockage, la valorisation, c'est la transformation du produit brut qu'on a, elle est supérieure. C'est-à-dire que tous les chefs décorateurs qui utilisent nos produits, enfin nos ressources, eh bien, ils emploient plus de monde. Ils emploient plus de monde. Donc Bien là, sûr. si vous voulez, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours établir. Ça crée plus d'emplois, la réutilisation, que le recyclage. Et de l'emploi plus qualifié. Et intelligent. Ah oui, Ça Parce fait que tourner l'intelligence. remonter les mêmes cloisons en aglo ne fait pas de la qualification. Alors que réutiliser des éléments et compléter par des éléments spécifiques, ça devient beaucoup plus intéressant pour les professionnels et ça donne plus de qualification. oui, il y a deux C'est effets. pas du tout contre-social. Non, il y a deux effets. Le premier, effectivement, c'est que vous dégagez du temps pour faire de la fabrication de plus haut niveau, un escalier hélicoïdal que vous n'auriez pas fait. Ça, c'est très intéressant. Et la deuxième, c'est que à la fin, il y a un lissage sur le coût économique. Pas au début. Au début, c'est plus 20 minimum parce qu'il y a d'études, vous l'avez dit, d'études. Donc nous, on est dans ce procédé. Ça commence à fonctionner, mais c'est très intéressant. En gros, je vais dire, pour conclure sur nos actions, c'est que les riches continuent, donc les productions à plus de 7 millions d'euros, continuent à être, disons, non éco-responsables, mais en fin de tournage, elles ne mettent plus à la poubelle parce qu'ils n'en peuvent plus. Même si vous mettez à la poubelle, ce n'est plus normé, ce n'est plus assuré. Elles les mettent à 1,50 m de la poubelle. Et nous avons le droit de venir les récupérer. Ce sont donc des produits qui ne sont pas passés à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on a fait avec les studios et tous les grands centres de construction. Ils ne mettent plus à la poubelle. Ils nous appellent. On vient voir, et puis là, il y a une sélection qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui était un gentleman agreement. C'est passé par rien du tout. Moi, j'ai cru comprendre qu'entre établissements publics de l'État français, maintenant, ils ont le droit de se refiler des trucs sans qu'il y ait de problème de dons, de machin. Ouais, Mais ça doit rester dans ce cercle-là. Le souci, oui, ils essaient. Enfin, moi, j'ai beaucoup essayé. Le souci, c'est qu'on donne des vitrines, mais il n'y a pas un seul établissement qui trouve le camion pour venir la chercher. Voilà. Ça, c'est le gros problème. Par contre, en interne d'un musée, de toute façon, quand on a 2 expositions par an et par salle, on peut très très bien réutiliser. Alors nous, c'est ce qu'on fait depuis des années. Le Petit Palais, Toulon, Rodez, tout ça, tout équipé. À chaque fois qu'on fait un musée, on équipe directement un ouvrage fait. Bon, après, le problème qu'on a, c'est quand on tombe sur un mauvais. Bon, moi, Louvre-Lens, voilà, je dis, Louvre-Lens, très mauvais établissement. On leur a fait des systèmes réutilisables. Au bout de 10 fois, ils trouvent que c'est vachement bien. Alors, pour vous donner le truc par rapport à ce que vous disiez, le système réutilisable leur coûte 2,5 fois la cloison de base. Bon. Mais ils la réutilisent 10 fois. Donc, c'est 40 000 balles par expo après, de gains par rapport à une production. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, le jour où ils veulent les refaire, effectivement, ils foutent nos plans d'exé sur Internet et puis ils se débrouillent sans nous. Voilà. C'est eux, c'est Louvre-Lens, voilà. Mais bon, c'est pas par rapport à nous. Ils viennent de faire le même coup sur un membre de PXN sur le système multimédia. Donc, de toute façon, j'en ai encore parlé avec la SMF. Il y a des gens immaîtrisables, voilà. Donc, il faut faire gaffe en tant que producteur à comment en fait on amène ce système-là de façon à pas se faire escroquer. Donc, il faut que ça passe par une responsabilité et par les associations, quoi, voilà. Alors, juste par rapport à ça, on a commencé, nous aussi, à cette réflexion. Vous savez qu'on est salarié, donc on a perdu nos droits d'auteur depuis 1959. Donc, on n'est pas du tout sur le même axe. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'innovations dans nos métiers. Enfin, j'ai l'impression que c'est moins technologique quand je me balade ici que les nôtres, mais bon. Et il y a une chose qui s'est passée depuis 5-6 ans, c'est l'utilisation de l'infographie et de décors augmentés. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe donc beaucoup plus par l'ordinateur, on est tous formés, et ces images-là sont très intéressantes parce qu'elles ne sont pas matérielles, c'est fait avec un soft, une application, blablabla. Et là, par contre, tout d'un coup, nous avons une ouverture sur les droits. C'est-à-dire que nos infographistes de décors virtuels pourront faire un open data, une banque d'images, et tout ce qu'on fait, qui en vérité, nous on fait plus que 3 mètres de haut de décor et le reste, c'est de la post-production, eh bien, toute cette post-production, elle est quand même créée par les décorateurs, le département décor. Là, on est en train d'articuler quelque chose qui est en dehors de notre monde salarié, qui est, mais attention, ça, on le met dans une espèce d'Adami, de SACEM, de SACD, de ce que vous voulez, et tous ces templates, tous ces modèles sont fédérés
Mais bien sûr, vous pouvez les prendre. Alors nous, on l'a fait par rapport à l'écologie, ce mouvement, parce qu'il y en avait assez de passer des milliers d'heures sur le Internet et à générer du numérique. Et donc, du coup, il y aurait un retour d'argent pour ceux qui les ont fabriqués. Donc, on commence à avoir une ouverture. Juste une chose, au Danemark, là, j'étais à Madrid dans une grosse réunion. Donc, ils ont fait un gros... Alors, c'est des scénographes. Nous, on dit chef d'éco, mais dans tous les autres pays, on est scénographe de cinéma, et puis c'est tout. Ils ont 50% de leur salaire, enfin de leurs revenus, c'est des droits d'auteur. Depuis que Netflix et les plateformes arrivent, elles imposent donc la loi de leur pays. Il n'y a pas de droit d'auteur pour le scénographe de cinéma, pour le chef décorateur. Évidemment, ça a été un gros conflit. Ils ont presque expulsé Netflix et les plateformes, donc plus de travail. C'est eux qui nous donnent aujourd'hui 50% de notre travail. Et ils sont en train de gagner au niveau de l'Europe, puisque c'est la loi du pays qui fait foi et pas celle de celui qui commande une œuvre. Donc vous voyez, dans nos métiers aussi, ça bouge. Mais je dirais que dans le cinéma, 75% des pays sont quand même sans droit d'auteur. Mais les 25 qui ont des droits d'auteur sont en train de faire éclater la bulle là-dessus. Voilà, juste cette information. La liste des 25 m'intéresse. C'est beaucoup d'Européens Non, c'est les Nordiques. Alors, Danois, Suédois, Finlandais, c'est le Nord. C'est surtout le Nord. Et les Italiens un peu, les Autrichiens un peu. Voilà. Autriche, Allemagne, Italie et les pays nordiques. Tous les autres, on est salariés, donc pas de droit. Juste, pardon, en France, un scénographe, il a un statut d'artiste-auteur et de salarié. C'est pas incompatible. Voilà, c'est peut-être pas appliqué, mais en tout cas, en France, on a du droit d'auteur en tant que scénographe. Voilà, oui, tout à fait. Mais nous c'est chef décorateur, et donc c'est là où ça s'est joué. Mais c'est quelque chose qui a été en 59, qui a été carrément. Enfin, les syndicats l'ont fait comme ça, et nous n'avons plus la responsabilité effectivement du technique. C'est le producteur qui l'a, quoi. Bon. Oui, mais ça c'est pas lié. Enfin, nous non plus en tant que scénographe de spectacle, on n'a pas la responsabilité, mais on a quand même des droits d'auteur. Heureusement. Enfin, voilà. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Il y a, je dirais que, au niveau de l'ADC, l'association des chefs décorateurs de cinéma, c'est-à-dire les 78 plus disons en vue, vous avez 30% à peu près, je dirais, un peu plus d'une 25 chefs décorateurs et décoratrices qui aimeraient bien récupérer des droits. Voilà. Bon. C'est pas. Demandez aux scénographes, ils sont assez bons pour faire valoir les droits des scénographes. On a beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Il y a une association qui s'appelle l'association des artistes des arts graphiques et plastiques, normalement, sur lequel vous devriez pouvoir adhérer et profiter effectivement des droits d'auteur liés à votre métier spécifique. Nous, on l'a en tant qu'architecte, puisqu'on peut s'adhérer. Et par exemple, moi, je touche des droits d'auteur chaque année pour l'utilisation d'une de mes scénos dans un film. Oui, tout à fait. Là, c'est logique. Donc en fait, oui, mais vous devriez pouvoir aussi adhérer comme ça. Bon, je vais vous répondre. Parce que c'est sur la copie privée. Voilà ce qui se passe. C'est un film, c'est 10 millions d'euros par exemple, et vous n'avez que 5,7% de droits d'auteur, quoi qu'il en soit. Donc vous allez avoir 570 000 euros qui vont se distribuer entre ceux qui sont effectivement des artistes créateurs, c'est-à-dire le scénariste, le réalisateur, un peu le dialoguiste et la musique. Donc, si vous voulez, il y aurait peut-être une place pour un cinquième qui serait les arts visuels, on va dire, puisqu'on fabrique l'image. Donc, à ce moment-là, s'enquilleraient les chefs opérateurs, les cadreurs, les monteurs son, etc., pour, de toute façon, 5,7%. Donc, si vous voulez, entre guillemets, la manne que ça nous amènerait par rapport à nos 12 000 euros de salaire mensuel, elle n'est pas énorme, d'autant plus qu'elle est, assujettie, si on peut dire, au résultat du film. Et le résultat du film en France, il est zéro. Un film français, il est sponsorisé par vos entrées dans le cinéma. Donc, c'est pas que nous n'avons pas intérêt. Par exemple, nous soutenons fortement toutes les initiatives qui peuvent effectivement faire que Netflix et les plateformes paient des droits d'auteur à ceux qui en vivent. Quand c'est 50%, nous, ça représenterait 0,01%. Donc c'est pour ça qu'on ne se défend pas là-dessus. C'était juste. C'est vrai que c'est pas la même économie que le spectacle vivant, où les budgets sont vraiment pas les mêmes, où c'est des métiers précaires et où en effet le droit d'auteur participe indirectement à la rémunération. Pas du tout pour nous. Nous, on aimerait bien avoir cette chaîne de droit dans le monde des musées. Les expos, c'est un gros chiffre d'affaires quand même, 120 millions de visiteurs par an, ça devrait. Mais là, en face, ils se carapatent. Dès qu'on s'approche, ils se carapatent. On va peut-être y arriver dans 10 ans. C'est un de nos chemins.
Mais ça veut dire qu'on est bien ici, non, monsieur? Vous nous virez ou pas? Gentiment, mais pas. Ah, vous êtes adorable. Oui, parce qu'on va faire Oui, voilà, vous allez... la salle et On va les manger. aller pour après. On va les manger. Mais, Est-ce que vous avez encore des questions? C'est trop gentil. Merci. il n'y a pas d'horaire précis. Super. Moi, juste un truc. On parle d'éco-conception, mais quand je suis arrivé en bas, j'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment éco-responsable sur les matériels qui étaient mis en place. C'est pour ça qu'il nous a invités. Merci. Donc, vous retenez xpo.fédération@gmail.com. Ça, c'est pour nous contacter. Ou, moi, je peux vous donner mon téléphone, parce que c'est un peu sur moi que ça retombe tout le temps. 06 84 88 11 23, Adeline Rispal. Toutes les synergies entre nos associations, nos fédérations et les vôtres sont bienvenues. Et d'infos. On a un Facebook sur lequel on met, Facebook et LinkedIn sur lequel on met des annonces régulièrement. Donc suivez-les pour avoir des annonces. Sur le site, il n'y a pas grand-chose. Il y a une chose sur le site, c'est qu'il y a les coordonnées de toutes les associations et de tous les représentants de chaque association à XPO. Parce qu'il y en a 2 ou 3 par association. Donc vous avez le nom, le téléphone, les sites web, les LinkedIn de ces gens-là et les sites web de toutes les associations. Voilà.